Bienvenue et puis je vous laisse démarrer. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je vais parler d'aspects un petit peu moins concrets. Je vais m'intéresser aux enjeux éthiques autour de l'intelligence artificielle et donc des projets qui peuvent être menés, notamment au sein des établissements de santé. Donc, je suis Marianne Amick, je suis consultante indépendante et formatrice au sein de ma société Altena. J'accompagne les organismes dans leurs projets numériques et notamment autour des technologies d'intelligence artificielle. Et sinon, je suis membre active des réseaux Femmes Digital West, ADN West, Atlampol Biothérapie et Images et Réseaux. Donc, l'intelligence artificielle peut intervenir tout au long de la chaîne du parcours de soins. Ça peut aider à prévenir l'apparition d'une maladie avant les premiers symptômes, aider à diagnostiquer un cancer, permettre une prescription personnalisée, assister un chirurgien lors d'une intervention, fluidifier la prise en charge d'urgence, et puis, comme on a vu avec le professeur Pierre-Antoine Gouraud, voilà, ça peut également améliorer la gestion des flux d'un établissement et permettre d'analyser et d'anticiper certains événements. Et puis, bien sûr, il y a tout le volet e-santé, avec, par exemple, le suivi à distance de l'évolution d'une maladie chronique à l'aide de dispositifs connectés. L'IA, c'est donc un outil très prometteur pour la médecine et aujourd'hui, il est difficile de concevoir que nous allons pouvoir faire abstraction de ces nouvelles technologies. Et alors, l'intelligence artificielle, ce qui est étonnant, c'est que ça fascine autant que ça fait peur, certainement à juste titre. Et donc, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser aux aspects éthiques. Alors, l'éthique, il n'y a pas de définition vraiment très précise de ce que c'est. Mais quelque part, c'est chercher à s'interroger ou à éclairer des conflits qui pourraient avoir lieu, des conflits de valeurs entre plusieurs disciplines. L'idée, c'est pas tant, on va s'intéresser à la morale, mais finalement, les lois et les codes de la morale, c'est des réponses qui vont être apportées par une société à un problème éthique. Donc, dans notre cas, quelle éthique pour l'intelligence artificielle est appliquée à la santé? Donc, il y a des gens qui s'intéressent à l'éthique de l'intelligence artificielle tout seul. Il y a évidemment aussi des gens qui s'intéressent à l'éthique médicale, qui ne sera pas le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la bioéthique, qui là va être à la frontière entre les questions biologiques et puis la science. Donc, ça va être une rencontre entre la science, la théologie, les juristes, les profanes. On va s'intéresser à tout ça. Et alors, j'ai mis quelle éthique au pluriel parce qu'il me semble important de dire dès maintenant que l'éthique, c'est vraiment un questionnement et ça n'apporte pas forcément une réponse précise parce que l'éthique va être dépendante du contexte. Et j'ai bien marqué que les réponses sont apportées par une société donnée. Et c'est vrai que nous, en Occident, on a tendance à voir un petit peu l'éthique sous notre prisme. Et à pas nous intéresser à ce qui se passe ailleurs. On veut essayer d'ériger des normes, mais on peut quand même se poser la question que dans certains pays, nous on va voir peut-être le diagnostic posé par une intelligence artificielle comme problématique, mais dans d'autres pays du monde, on va peut-être pas s'intéresser à la question de la même façon, parce que déjà l'important c'est plutôt d'accéder aux soins. Donc voilà, je pense qu'il faut se dire que déjà les réponses qu'on peut apporter aujourd'hui sont pas forcément généralisables au monde entier. Alors, avant d'aborder ces questions éthiques, je vais revenir un peu sur les concepts clés de l'IA. Donc, je vais voir un petit peu des aspects plus techniques, mais qui vont nous permettre de comprendre véritablement ces enjeux. Alors déjà, outre le fait qu'à mon sens, le terme d'intelligence artificielle, c'est un terme inadapté. L'IA n'a actuellement rien d'intelligent pour moi, mais je ne vais pas développer davantage cet aspect. Ce qui est important ici d'avoir en tête, c'est que l'IA, c'est un éventail de techniques qui vont permettre d'analyser des données dans le but de répondre à un problème. Ce problème sera défini avec plus ou moins de finesse. Dans certains cas, par exemple les cas supervisés, on va venir indiquer à l'intelligence artificielle des variables ou features sur lesquelles porte le problème. Par exemple, si je veux analyser une image pour détecter une tumeur, je vais indiquer à l'intelligence artificielle ce qu'est une tumeur.
Donc, soit en ayant voilà, segmenté l'image et en ayant présenté où sont les tumeurs sur chaque image. Mais donc ça, du coup, ces variables, c'est des choix que l'humain fait. Donc l'humain vient superviser, vient indiquer à l'intelligence artificielle ce qu'elle doit rechercher. Et dans d'autres cas, on va partir d'un très grand ensemble de données et on va laisser le soin à l'IA de déterminer quelles sont les variables qui vont lui permettre de discriminer le problème. Donc, si on reprend le même cas de détection de tumeurs sur une image, on peut aussi tout simplement donner les images à un algorithme d'intelligence artificielle sans lui indiquer ce qu'est une tumeur et où elle se situe ou à quoi elle ressemble. On fournit juste les images et ensuite, c'est l'algorithme qui va apprendre tout seul et venir déterminer pour lui ce qui permet de caractériser si oui ou non on a une tumeur. Donc ça, par exemple, c'est ce qui se passe dans les technologies de deep learning. Alors, quoi qu'il en soit, il y a toujours une étape très importante en intelligence artificielle qui est l'apprentissage. Alors, apprendre, qu'est-ce que ça veut dire? On va partir d'une base de données, donc les données dont on a parlé pas mal dans les deux interventions précédentes. Et puis, l'algorithme va venir analyser ces données et puis, en étant confronté à ces données, va venir construire petit à petit un modèle et tester ses performances régulièrement. C'est vraiment un processus itératif. Et puis, à la fin, quand les tests seront jugés satisfaisants, eh ben, on obtiendra un modèle, et c'est ce modèle qui sera ensuite utilisé pour répondre à la question qu'on a posée initialement. Donc, évidemment, les algorithmes d'entraînement seront choisis en fonction de la question à poser. Mais ce qui est le plus important finalement pour l'instant, et donc je refais à nouveau un écho aux deux interventions précédentes, ce sont les données. On vous aura certainement convaincu, du moins sensibilisé à cette importance des données, cette matière première de l'intelligence artificielle, parce que sans ces données, eh bien, l'algorithme ne peut pas apprendre. Et alors, on entend souvent des choses sur l'IA. Voilà, l'IA est-elle malfaisante? On peut dire que l'IA, voilà, des articles dans la presse comme quoi l'IA est sexiste ou l'IA est raciste. Ces dérives discriminantes de l'IA, en fait, elles sont souvent liées aux données d'entrée. D'où l'importance d'analyser ces données. La qualité de ces données, elle est liée à la fois à la qualité propre liée au format, donc c'est-à-dire est-ce que les données que j'ai sont par exemple sur des images, on pourrait dire la qualité, est-ce que la qualité est suffisante, j'ai une suffisamment bonne résolution pour voir des choses. Mais ça va aussi être la qualité de l'ensemble des données. Par exemple, il y a un grand ensemble de données qui s'appelle ImageNet, une grosse base de données, donc qui n'est pas du tout une base de données médicale, mais vous allez comprendre tout de suite. Et cette base de données de 14 millions d'images est utilisée pour entraîner de nombreux algorithmes, notamment des algorithmes de reconnaissance d'images, d'analyse. Il y a énormément de recherches qui sont faites sur ces bases de données. Et ça a mis en évidence le fait que on pouvait associer tout simplement, je sais pas, le fait que de porter des armes aux personnes noires, par exemple. Ou bien, qu'est-ce qu'une mariée pour un algorithme entraîné sur cette base de données? C'est une femme qui porte une robe blanche. Et là, vous comprenez tout de suite les limites apportées par l'IA. C'est que si on vient indiquer dans les données d'entrée que toutes les photos de femmes en robe de mariée à l'occidental, donc en robe blanche, sont des mariées, qu'en est-il s'il y a des photos de femmes, par exemple, de mariées indiennes, de mariées d'autres cultures, qui ne portent pas ces fameuses robes blanches. Pourtant, ce sont des mariées tout autant. Et bien tout simplement parce que cette base de données a été annotée par des Occidentaux qui ne savent pas ce qu'est une robe de mariée d'une femme, par exemple, indienne. D'où le point qui me semble le plus important, c'est que finalement, c'est pas l'IA qui va introduire ces biais, mais véritablement les humains qui vont préparer les données à donner en entrée à cette IA.
Et puis, si on reprend cette histoire de robe de mariée, finalement, on peut remettre ça dans le contexte médical à la compréhension du problème métier. Si on donne simplement des données d'entrée à des data scientists sans intégrer les équipes médicales et le métier, eh ben, peut-être que la compréhension des données ne sera pas suffisante pour éviter ces fameux biais. Donc, on peut dire que la dérive discriminante de l'IA, elle ne vient pas vraiment de l'IA, mais plutôt des humains. Vous aurez compris que la maîtrise des données, c'est donc un enjeu majeur pour l'intelligence artificielle dans la santé. Donc, à la fois, donc les établissements de santé, ils peuvent intervenir sur ces aspects, à la fois très en amont, pour favoriser l'accès à des données de santé de qualité. Donc, on a vu précédemment, par exemple, l'exemple du Health Data Hub ou des initiatives locales, par exemple au CHU de Nantes, mais il y a aussi des initiatives interrégionales, etc. Mais également d'être partie prenante de la conception de ces IA, le fameux aspect métier, pour que les discriminations ou toutes sortes de biais qui puissent être induits par les données d'entrée soient gommées par une compréhension forte de ce que ces données représentent et du problème métier à résoudre. Et puis par ailleurs, à la fin, en bout de chaîne, si ces établissements de santé vont utiliser des modèles d'IA, il faut rester conscient du périmètre de ce modèle. Si jamais un algorithme a été... voilà, finalement, on a des bases de données. On a les bases de données qu'on peut. On n'a pas toujours accès à toutes les données que l'on souhaiterait, malgré toutes les superbes initiatives dont on a parlé. Donc simplement être conscient des limites des bases de données, c'est ça qui va nous permettre d'utiliser les intelligences artificielles à bon escient. Alors maintenant, je vais nous intéresser plus particulièrement à l'IA dans la décision médicale. Alors on sait que prendre une décision, c'est un processus complexe, et notamment une décision médicale, eh bien, ça peut être soumis à la subjectivité de l'équipe médicale, à la subjectivité également du patient, de son comportement, et puis au contexte lié à la société, par exemple un cadre réglementaire, les moyens financiers qui sont alloués, et puis tout un nombre de contraintes situationnelles, par exemple les urgences sont surchargées, il n'y a plus de lit en réanimation. Donc cette décision médicale, elle est difficile à déterminer et voire même à expliciter parfois. On peut dire que la médecine est un art. Et pourtant, on voit beaucoup dans les médias, dans la littérature, des études qui montrent que l'intelligence artificielle, en tout cas certains algorithmes, seraient plus performants que les médecins pour détecter certaines tumeurs notamment, ou certaines maladies de l'œil. Il y avait notamment DeepMind qui avait défrayé la chronique en sortant un algorithme qui permet d'identifier plus de 50 maladies de l'œil, soi-disant mieux que les médecins. Mais on voit bien, par rapport à ce qu'on a expliqué avant, que tout ça, ça va être limité par le fait que déjà, d'une part, des données, dans quel contexte est-ce que cette performance a été testée? Est-ce que c'est en conditions réelles? Est-ce que c'est sur des cas routiniers? Et justement, s'il y a des nouvelles contraintes, des nouveaux paramètres, comment cela est-il pris en compte? Alors, dans le cadre réglementaire actuel, et notamment dans la mise en place des nouvelles lois de bioéthique, il y a le principe de garantie humaine qui signifie que il y aura toujours en fait un humain en bout de chaîne. Donc, c'est un droit fondamental de ne pas pouvoir, qu'une décision ne soit pas prise intégralement par la machine. Donc ça c'est un point assez important. Alors maintenant, un autre aspect assez souvent mis à jour de l'IA, c'est la notion de boîte noire. Alors,
En fait, on a parlé des données et des biais inscrits par les données, mais après, finalement, comment est-ce que l'IA apprend et qu'est-ce qu'elle apprend, c'est une question à part entière. Et si l'intelligence artificielle, elle a tendance à faire des corrélations, c'est pas parce qu'elle a trouvé une corrélation entre différentes variables qu'on peut établir qu'il y a une causalité entre ces variables. Alors, reprenons un exemple avec des images voilà, hors du contexte médical. On pourrait imaginer voilà, une IA à qui on donne des photos de girafes et puis des photos de chiens, et puis on l'entraîne à discriminer est-ce qu'il y a un chien ou une girafe sur l'image. Donc, prenons l'exemple du deep learning, je vous expliquais tout à l'heure, on est supervisé. Voilà, on donne juste les images comme ça, et puis à la fin, on trouve que l'intelligence artificielle est extrêmement performante, qu'elle discrimine à tous les coups si c'est un chien ou si c'est une girafe. Maintenant, imaginons tout simplement qu'on s'intéresse quand même à ce qui se passe au niveau du moteur, au niveau du modèle. Et bien, il y a des cas où on s'est rendu compte que s'il suffisait de changer le fond de l'image, donc c'est-à-dire de mettre la girafe, par exemple, sur du bitume comme le chien, et puis ben là, l'algorithme se trompait. Donc en fait, dans ce cas-là, on pourrait imaginer que ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle, elle apprend non pas faire la différence entre la girafe et le chien, mais finalement, elle se rend compte que la girafe est toujours dans la savane, parce qu'on lui a donné que des photos de girafes dans la savane, et pas en zoo ou je ne sais où. Et donc oui, elle est très performante parce qu'elle arrive à discriminer toujours la girafe du chien, mais dans le contexte où la girafe resterait dans la savane. Donc il est important de comprendre voilà, sur quels critères se base la discrimination de l'algorithme. Alors en ce moment, il y a tout un courant là-dessus. Il y a beaucoup de choses et de recherches qui sont faites, et ça s'appelle l'explicabilité de l'IA. Donc finalement, essayer de sortir de ce modèle de la boîte noire et d'aller vers une boîte la plus blanche possible, mais on va dire en tout cas relativement grise, pour essayer d'expliquer voilà, quels sont les critères de discrimination des modèles et pouvoir comprendre, une fois de plus, s'intéresser au périmètre d'action de l'intelligence artificielle pour pouvoir l'utiliser à meilleur escient. Alors concrètement, comment faire si on veut développer une intelligence artificielle éthique? Alors, à mon sens, comme présenté précédemment, le rôle des établissements de santé est assez important et ils peuvent intervenir à différentes échelles. Là, ce que je vous présente sur la slide, en fait, il y a des gens qui s'intéressent donc à l'IA éthique en général, hein, en dehors de la médecine. Et donc là, par exemple, ce sont des piliers qui ont été donc explicités par un groupe d'experts au niveau de la Commission européenne, qui ont écrit voilà, un guide pour une IA éthique. Et puis, on va voir là que ça s'adresse particulièrement bien par rapport à ce que j'ai dit précédemment lié à la médecine. Donc, une IA éthique serait une IA loyale. Loyal, ça veut dire que dans sa relation avec les êtres humains, il y aurait ce côté loyauté, elle serait une aide, elle rendrait service, donc elle serait vraiment adaptée à l'application métier. Elle serait également respectueuse, donc ça c'est des choses que j'ai pas évoquées pendant la présentation, mais évidemment ça touche tout ce qui est consentement du patient, respect de la vie privée, et puis finalement application de la réglementation en lien avec le RGPD. Il y a également le côté transparent. Donc là, c'est l'explicabilité des algorithmes dont je vous ai parlé précédemment. Donc comment on s'assure qu'on est capable de comprendre comment fonctionne l'algorithme, les sources de données, comment il discrimine et comment il obtient son résultat. Également, un autre pilier qui est le côté équitable, donc s'assurer que l'IA ne génère pas de discrimination. Également un autre pilier, le côté IA maîtrisé. Donc là, une IA qui serait fiable et puis qui resterait sous la supervision humaine.
Donc, ça rejoint le côté garantie humaine de la loi de bioéthique. Et puis, pour finir, le côté sûreté. Donc là, ce serait plutôt une gestion des risques et de comprendre et d'avoir une conscience des limites de l'IA. Je pense que pour conclure, un point essentiel pour pouvoir intégrer l'IA au sein du parcours de soins, c'est la notion de confiance. Donc, on a vu que voilà, l'arrivée de l'IA, elle est là, voilà, ça va toucher un peu à toutes les étapes. Mais finalement, le cœur de la médecine, c'est la relation aux soins, c'est vraiment l'attention portée aux patients. Donc, il me semble très important de conserver, de préserver la confiance des patients, mais également des équipes médicales. Parce qu'en effet, si l'apport, l'IA va faire irruption pour le patient, hein, se poser la question de voilà, qui prend la décision, pourquoi cette décision a été prise, comment fonctionne l'IA, mais ça a aussi un effet sur l'équipe soignante. Voilà, il y a la peur d'être remplacé. En fait, c'est toute une étape de transformation des métiers et d'accompagnement au changement qui doit être effectué. Et pour ça, je pense que c'est nécessaire vraiment de former, de faire comprendre les mécanismes à toutes les étapes. Je pense que chaque établissement va aborder l'IA avec un degré de maturité différent, hein, déjà par rapport, je sais pas, au degré de numérisation hein, des établissements. Mais je pense qu'il est nécessaire pour chacun, pour chaque direction d'établissement d'intégrer ça dans les feuilles de route, parce que c'est vraiment des transformations qui vont arriver et qu'il faudra se saisir de ces opportunités. Hein, je pense que c'est important. Et pour s'en saisir, c'est vraiment s'intéresser et comprendre le périmètre d'application de chaque intelligence artificielle. Je vous remercie. Alors, si vous avez des questions, j'en ai dans le chat. Merci beaucoup Marianne pour cette explication très claire et très intéressante sur l'IA et aussi sur les biais et l'importance de les prendre en compte. On a deux questions, une du professeur Gouraud qui demande que devrions-nous enseigner aux étudiants en médecine en matière d'IA, de data et de numérique. Je sais pas si vous peut-être essayer de mettre votre caméra, peut-être que ça. Oui, j'ai toujours un c'est pas grave. symbole. Allez-y alors. Oui, il me semble important que déjà d'avoir une compréhension en fait, sans pour autant que chacun devienne mathématicien et comprenne tout ce qui se passe. Voilà, d'un point de vue algorithmique, je pense qu'il est important que chacun comprenne les mécanismes voilà, de fonctionnement de l'IA. Et puis, voilà, d'être conscient que on va créer une IA éthique et une IA utile et efficace seulement si voilà, les équipes médicales sont intégrées au processus de conception dès le début. Ok, très bien. Merci. On avait une autre question aussi de Virginie Levent. N'y a-t-il pas des risques avec des pays avec différentes cultures qui développent leur propre IA? Si, tout à fait. C'est pour ça également que j'avais essayé d'aborder la notion d'éthique au pluriel. Donc c'est vrai que je suis pas revenue sur cet aspect, mais ça me semble extrêmement important. Alors d'une part parce que voilà quelles données d'entrée et puis notamment en santé, on sait qu'il peut y avoir des disparités par rapport au diagnostic, voilà, en fonction des caractéristiques des patients. Donc, si peut-être qu'une base de données pour une certaine pathologie, pour une certaine population, ne sera pas, voilà, un modèle entraîné sur cette base de données ne sera peut-être pas efficace pour un autre type de population. Donc déjà, c'est des choses à prendre en compte. Et puis après, d'un point de vue éthique, voilà, nous avons cette éthique de préservation, voilà, des droits humains. En Europe, c'est pas forcément le cas dans le monde entier, notamment en Chine, où on sait que voilà, le respect des données personnelles n'est pas la préoccupation première. D'accord, merci. Une dernière question peut-être de Camille Trofès.
Est-ce que chaque solution e-santé intégrant de l'IA doit être approuvée devant un comité d'éthique avant son déploiement ou sa commercialisation? Alors, donc ça va dépendre ce qu'on entend par santé, hein, bien sûr. Mais moi, je conseille dans tous les cas d'intégrer un comité éthique dès le début de la conception d'une application. Je pense que c'est important d'intégrer ces aspects immédiatement. Après, la nécessité du comité d'éthique, donc c'est surtout s'il y aura des données cliniques qui seront intégrées pendant le processus. Enfin, c'est une question un peu vague, voilà, pour répondre. Mais en tout cas, voilà, j'incite toute personne voulant développer un projet intégrant l'IA de se constituer voilà, un comité d'éthique indépendant.